Et quant à moi, je vais céder la place aux intervenants de la première table ronde. Deep Tech, des itinéraires, un objectif. J'appelle sur scène Franck Barat de G+ Light, CEO, il vous apprendra ce que c'est. Athénaïs Oslati de Ondbo, fondatrice. Margot Coréade, j'espère que je n'écorche pas son nom. Diagramme Technologie, cofondatrice. Bonjour. Pardon ? Oui, oui. Vous devez prendre un micro par contre. Je vous invite à prendre un micro. Bonjour à vous. Et Sam Damani de la French Tech Lille, directeur général. Voilà, un micro chacun. Portez-le bien comme moi sur le menton, comme ça on vous entendra bien. Et surtout, ne le dirigez pas vers les retours, parce que sinon ça fera des Larsen. On n'est pas un concert de rock. Voilà. Allez-y, installez-vous pour cette table ronde. Voilà, je vous laisse la place. Merci à vous. Un grand merci à toi. Et je prends dignement la relève pour l'animation de cette table ronde. Je suis très heureux d'être parmi vous pour 30 minutes, mais surtout d'être en très bonne compagnie avec Athénaïs, avec Margot, avec Franck, qui 3 entrepreneurs, 3 parcours très différents et pourtant un objectif commun. 30 minutes que j'introduirai par un adage que tout le monde connaît, tous les chemins mènent à Rome. Si ce n'est que là, on ne va pas à Rome, on va vers l'entrepreneuriat. Et quand on est un entrepreneur, on est avant tout quelqu'un qui avons envie de répondre à un problème de marché, parce qu'on a identifié une problématique. Et c'est ça qui est formidable avec vos 3 expériences, vos 3 aventures, c'est que vous avez tous 3 identifié une solution par rapport à une problématique, mais avec une solution qui est riche d'innovation. Et c'est ce qu'on va essayer d'échanger sur ces 30 prochaines minutes. Avant tout, donc, je tiens d'abord à présenter donc, Athénaïs Oslati, qui est la CEO de Ondbo, okay, fraîchement créée il y a quelques mois. Fraîchement créée, c'est ça. Margot Coréade, qui est cofondatrice avec 2 super top cofondateurs de Diagrams Technologies. Salut Sam. Et Franck Barat, qui est le CEO de G+ Light. Exactement. Ok. Alors vous avez déjà un point commun, c'est que tous les 3, vous avez bénéficié d'un super outil qui s'appelle le French Tech Seed, et qui est opéré par Eurasanté ici en région, Sabine Akala qui est dans le public, que je fais un coucou, et qui a permis cet outil qui sont des obligations convertibles, donc c'est BPI France qui opère après administrativement l'ensemble du suivi, permet justement de renforcer votre levée, en tout cas éviter d'avoir une trop grosse dévalorisation, en tout cas dilution de votre capital. Donc c'est plutôt un très bel outil qui existe, et d'ailleurs l'État en janvier de cette année a mis en place un très gros plan d'action sur les industries, les startups industrielles et les deep tech, 2,3 milliards sur le PIA 4, donc France 2030, qui permettent justement de passer à l'échelle, parce que créer les bébés c'est bien, mais avoir des bébés qui deviennent des ados c'est mieux. Mais avant de rentrer dans tous ces sujets, on va faire un rapide tour de table. On va commencer par toi, Athénaïs. Présente-nous qui tu es et ce que fait ta boîte. Donc, je suis Athénaïs Oslati, j'ai 26 ans. Je suis la fondatrice de ONTBO. J'ai un parcours assez classique puisque j'ai fait médecine avant d'étudier l'ingénierie et l'ingénierie mécanique. Et c'est justement durant mes études d'ingé que j'ai décidé de développer un projet qui répond à un problème d'ordre sociétal pressant et croissant qui est la santé mentale. Et donc, j'ai développé un dispositif qui permet d'adapter la musique aux émotions de l'utilisateur. Super. Un vrai marché mondial basé sur une technologie sur laquelle tu reviendras un petit peu, qui est basée d'ailleurs sur une techno de l'université de Compiègne, si je ne me trompe pas. On travaille avec effectivement l'université technologique de Compiègne, mais c'est effectivement notre technologie. On a pris une technologie qui est issue du monde médical, qu'on a ramenée au grand public pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Ça, c'est excellent. Margot, même question. Tu sais nous expliquer qui tu es, mais surtout que fait Diagramme ? Alors donc Margot Coréade, moi je suis la cofondatrice de Diagrams. On a créé l'entreprise il y a 2 ans et demi. Diagrams, c'est un éditeur de logiciels donc qui est issu du centre de recherche INRIA où je travaillais avant avec mes associés. Et donc notre objectif, c'est de détecter les pannes sur les machines industrielles dans les usines. Donc on appelle ça de la maintenance prédictive. L'objectif, c'est de venir valoriser toutes les données qui sont aujourd'hui sous-exploitées dans les usines, dans les machines directement connectées et dans tous les logiciels métiers. Et de venir analyser toutes ces données-là pour apporter de la valeur aux utilisateurs, aux opérateurs de maintenance, pour leur indiquer quand est-ce qu'il y a une panne, un dysfonctionnement qui va intervenir, comment
optimiser ses interventions, ses plannings sur le terrain. Voilà, l'idée, c'est d'apporter les bons insights par rapport à l'analyse de données que l'on fait. Et moi, ma formation, j'ai fait une formation ici à Lille 3, plutôt en management de projet, en communication. Et je me suis rapprochée du milieu de la recherche au fur et à mesure. Je vous raconterai ça un peu plus en détail tout à l'heure. Avec grand plaisir. Et donc en plus, un base d'IA qui est énormément aujourd'hui valorisé parce qu'on comprend enfin de manière très concrète, de manière très pragmatique, les cas d'usage. Ce qui n'était pas le cas encore il y a encore 20 ou 30 ans, où c'était vraiment de la recherche presque fondamentale. Aujourd'hui, on arrive à la recherche appliquée et même à de l'économie réelle. Franck, même exercice, que fait ta boîte? Donc G-Light, donc je suis le cofondateur et président de la société G-Light. On développe des cellules photovoltaïques très performantes en milieu indoor pour les objets connectés. Donc ça, c'est notre premier développement et ce pourquoi on a été créé. En fait, c'est un brevet du CNRS sur la stabilité de cette technologie du photovoltaïque. En termes de parcours, j'ai fait l'inverse de madame, c'est-à-dire que j'ai commencé par la recherche, j'étais chargé de recherche au CNRS. Et puis après, j'ai fait un MBA et je suis rentré dans l'industrie. Donc c'est vrai qu'on anticipe un peu la suite. Tu as commencé, Margot, avec ce parcours qui va dans une direction. Franck, donc toi tu viens de la recherche pour aller vers l'entrepreneuriat. Et toi, Thénaïs, c'est quoi ton parcours? Alors moi, mon parcours, j'ai fait médecine. J'ai fait médecine et j'ai switché. J'ai fait une prépa ELEC informatique avant de me spécialiser en ingénierie mécanique. C'est justement durant mes études d'ingénierie que je me suis orientée vers l'entrepreneuriat. Comme quoi, il n'y a pas une voie royale pour devenir entrepreneur et encore moins entrepreneur avec une technologie de rupture. Alors, la vraie question qu'on peut se poser, c'est que vous avez des parcours différents et pour autant, comment on acquiert les clés de lecture? Comment on devient entrepreneur? Qui veut se lancer? Je commence à corser les questions. J'ai envie de dire justement en se lançant, on devient entrepreneur, je pense, en tombant vraiment amoureux du problème que l'on tente de résoudre, parce que c'est vrai qu'on tombe souvent on va dire dans l'écueil de tomber amoureux de sa solution, de sa technologie, plus que de sa problématique. Donc il faut vraiment se pencher dans un premier temps sur le problème que je tente de résoudre, puis après, au travers d'un état de l'art, faire un inventaire de technologies qui ont été faites. Ça, c'est le premier point. Et il y a un deuxième point à prendre en considération, c'est que recherche et développement ne signifie pas forcément innovation, et innovation ne veut pas dire forcément opportunité de business. Ça, j'adore. Le bon argent, c'est l'argent du client. On l'oublie trop souvent. Une boîte, c'est avant tout un centre de profit qui doit faire du chiffre d'affaires. Et bon, c'est pas un gros mot. Même, je devrais même dire, c'est pour les financiers dans la salle, du résultat net d'exploitation. Mais quand on a un parcours qui va de ce sens, on peut arriver dans une certaine logique. Par contre, quand on est chercheur, en plus passant par le CNRS, on peut imaginer que la voie elle est un peu toute tracée et qu'on va être chercheur jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce qui a fait que tu as créé ta start-up, Franck? J'étais pas prédestiné à un prix Nobel, donc j'ai peut-être perdu la passion pendant mes études et puis pendant mon séjour au CNRS, mais moi mes parents étaient entrepreneurs, donc j'ai vécu dans ce milieu-là tout le temps et puis c'est une opportunité qui s'est présentée de faire un MBA et puis après j'ai pas commencé dans l'industrie tout de suite, j'ai commencé, les plus anciens ici connaissent Lanvar. Donc, je ne vois pas de quoi tu parles. Lanvar, c'était l'ancienne BPI. Ou BDPME ensuite et après BPI. Donc où j'ai gardé beaucoup de très bonnes relations et j'ai beaucoup apprécié ce métier, mais j'étais un peu trop jeune pour avoir vraiment une valeur ajoutée. Et après, l'industrie, c'était avec mes capacités, je suis devenu un bon généraliste. Je ne suis pas un spécialiste, je comprends la technologie, je ne serais pas capable de développer une technologie, mais je suis un bon généraliste et avec aujourd'hui une bonne expérience en développement de marchés internationaux techniques. Très bien. Alors toi, Margot, c'est un peu particulier parce que c'est par la case INRIA que tu es passée. Exactement. Et tu peux nous raconter un petit peu comment vous avez lancé votre start-up ? En fait, donc nous, on était donc dans le milieu de la recherche chez INRIA, juste derrière. Mais je travaillais avec mon premier associé, Jean-François, au service de valorisation de la recherche. Donc notre métier, c'était de comprendre les technologies développées par les chercheurs INRIA et surtout d'être à l'écoute du besoin du marché, des industriels de toute taille, pour comprendre qu'est-ce qu'ils ne trouvaient pas sur le marché
et pour lesquels ils venaient voir INRIA pour essayer d'appliquer des technologies pour faire ce qu'on appelle donc du transfert de technologie. Donc je travaillais là-bas pendant on a travaillé là-bas pendant à peu près 5 ans, et l'objectif c'était de nouer des partenariats de R&D entre industriels et chercheurs pour développer de nouveaux projets. Et en fait, on a eu plusieurs industriels qui sont venus toquer à la porte d'INRIA en disant aujourd'hui, on ne trouve pas sur le marché de technologies, de solutions qui nous permettent de venir valoriser toutes les données qu'on a déjà. Est-ce que INRIA sait le faire? Donc c'est comme ça qu'on a mobilisé une équipe de recherche qui s'appelle Modal, qu'on a travaillé avec ces différents industriels, qu'on a pu maturer la technologie qui était généraliste, qui servait à plein d'autres choses, pour la spécifier sur les besoins industriels avec tous les challenges d'analyse de données liés aux données industrielles que l'on retrouve sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais en fait, on a pu tester un peu en avant-première un besoin de marché, une technologie qu'on a appliquée, et surtout, je travaillais en binôme avec mon associé Jean-François, on se connaissait bien, on savait qu'on était complémentaires, et Quentin Grimont-Pré, qui travaille dans l'équipe de recherche et qui nous a rejoint aujourd'hui, qui est notre associé en charge de tout le développement data science et R&D, on se connaissait, et donc on a pu comme ça, c'est avant tout finalement une aventure humaine. C'est-à-dire, on se connaît, on a envie de travailler ensemble, on a une super techno et on a un besoin qui manifeste un intérêt. Et comme disait Athénaïs, en fait, ce qui fait de nous des entrepreneurs, c'est qu'à un moment donné, on arrête de réfléchir et on le fait parce que sinon on fait rien, quoi. C'est une autre caractéristique, c'est cette audace, oser franchir le pas, qui caractérise vraiment tous les entrepreneurs. Oui, c'est une prise de risque. Mais le bénéfice, d'ailleurs, le bénéfice, c'est pas forcément l'objectif, c'est le chemin qu'on y parcourt. Je reviens à toi, Franck, avant de revenir sur cette même question pour Athénaïs. Je comprends avec Margot qu'elle avait un milieu propice entre le monde industriel et la recherche académique qui a permis d'avoir ce mariage et l'éclosion de ce beau projet économique, avec une valeur ajoutée économique. Comment tu as fait, toi, pour t'approcher du monde industriel, toi qui étais issu du monde purement académique, de la recherche? Déjà, en passant ce MBA qui a été, je pense, très très bénéfique, qui m'a beaucoup aidé à acquérir des compétences tant sur le marketing, la finance et le management de projet. Mais après, il faut faire ses armes. C'est-à-dire qu'on commence assez bas dans l'échelle et puis on refait ses armes jusqu'à être en responsabilité de business unit et après avoir des territoires plus étendus, des équipes plus étendues. Donc c'est en allant à la rencontre, en n'ayant pas peur. En allant à la rencontre, tout à fait. Et puis je pense que quand on a des profils comme le mien, il ne faut pas hésiter à être mobile aussi, partir à l'étranger, changer de ville. Changer peut-être de secteur, parce que j'ai fait beaucoup de chimie fine, donc dans le secteur de la chimie fine, et puis après je suis passé sur de la chimie de spécialité. Donc c'est deux typologies de marchés, de clients qui sont totalement différents. Donc l'un est très technique, l'autre on est plus sur du volume. C'est un autre terme important, c'est pivoter. On dit, savoir s'adapter à un besoin de marché, c'est pas vendre sa techno pour vendre sa techno, mais répondre à une problématique de marché. On l'a vu d'ailleurs avec Christophe juste avant de MC2 Technologies, qui est un peu plus ancien dans son expérience entrepreneuriale et qui avait moins d'opportunités de passation et qui a mis donc plus de temps à pouvoir développer et faire décoller sa structure et qui a dû aussi pivoter, si je ne me trompe pas, puisque son domaine de prédiction, c'était avant d'aller plutôt vers l'armée, c'était plutôt la sécurité, c'est plutôt la santé. On a la chance aujourd'hui d'avoir un Deep Tech Tour, on a la chance d'avoir une BPI, on a la chance d'avoir une université de Lille qui a cette valorisation industrielle au sein même de ses équipes. Petit coucou à Dorothée. On a la French Tech Lille, la French Tech en général même, qui est plus qu'une marque aujourd'hui, qui est aussi un regroupement d'entrepreneurs. Et donc on a cette chance d'avoir plein de terres de mariage possibles et de rencontres. Est-ce que toi, Athénaïs, qui est un peu plus jeune et qui vient de créer ta start-up, tu as senti une certaine facilité ou une sorte d'opportunité plus facile que nos autres interventions? Ou alors il y a toujours quand même des barrières compliquées pour passer de la recherche académique au monde économique?
Plus facile, je ne sais pas. En tout cas, il y a une capacité d'adaptation qui a été effectivement, je pense, plus rapide. Il faut savoir qu'au sein de l'équipe que j'ai, il y a uniquement des docteurs, des chercheurs, des ingénieurs issus de l'UTC. Donc c'était assez, je ne vais pas dire facile, mais il y avait quand même un terreau autour de l'UTC. Maintenant, effectivement, pour créer, il y a des outils au sein de la BPI, régionaux, auprès de la French Tech, qui nous permet de faciliter, de nous catalyser dans certains domaines. Je pense notamment à l'aide, à la subvention... Chexid. Oui, c'est ça. Il y a la French Tech Seed, effectivement. Et la bourse French Tech Emergence. La bourse French Tech Emergence, merci. Je connais mes devoirs. Absolument, c'est ça. Donc, nous, ça nous a permis effectivement de catalyser et d'avancer sur le prototype, clairement. Donc, Petit aparté, vous avez vu Yannick de la direction régionale de BPI. Il y a aussi Jean-Denis qui est dans le coin. Si vous avez envie d'entreprendre et que vous avez des questions, profitez-en. C'est le directeur de l'innovation de la direction régionale de la BPI. Donc captez-le, il est là toute la journée, je ne le vois pas, il se cache, mais je serai vous le présenter. Ça veut dire une chose, parce que j'ai bien aimé un mot que tu as évoqué tout à l'heure avec la rencontre de tes associés, Margot, c'est la confiance. Est-ce que vous pouvez me dire en 30 secondes si il n'est pas compliqué aujourd'hui d'avoir le même langage entre ces deux univers et de créer aussi rapidement la confiance entre, encore une fois, cette volonté de répondre à un problème de marché, donc une volonté économique, et cette noblesse de trouver, issue de la recherche, qui n'est pas forcément destinée dans l'esprit initial de cette recherche au monde économique. Alors effectivement, il y a un langage, il y a une phase, je le répète, d'adaptation, puisque quand on travaille avec des chercheurs, c'est un langage et un mode de pensée particulier. Maintenant, il faut avoir, je pense, cette capacité à pouvoir traduire le langage technico-scientifique que l'on peut avoir autour de la technologie pour pouvoir l'appliquer auprès d'industriels. Et Franck, est-ce que toi, tu avais ces clés de lecture Moi, étant scientifique à la base, je dirais dans ce sens-là, ça se passait bien, mais après j'ai la chance d'avoir un associé principal qui est Frédéric Sauvage, qui est directeur de recherche aussi au CNRS, et qui lui, par contre, me comprend bien. Donc c'était une belle rencontre. C'est quelqu'un qui aurait pu être à ma place, mais qui a préféré rester directeur de recherche. Et donc il comprend tout à fait les questions de stratégie, les questions financières un peu moins, mais il s'y intéresse moins, mais tout ce qui concerne la stratégie et le besoin de développer un produit. C'est-à-dire pas de développer une technologie, mais de développer un produit. Et ça, sur ce point-là, on se comprend très bien et ça facilite grandement les choses. Ça, c'est intéressant. On va revenir dessus parce que je trouve pertinent ce fait de ne pas être obligé de passer d'un mode de vie à un autre. C'est une volonté. Mais avant ça, Margot, même question. Est-ce que toi, qui étais au sein de l'INRIA, avant de lancer cette entreprise avec tes associés, je sais que la SAT le fait également, enfin, on a un certain nombre d'acteurs qui poussent à créer justement ces clés de lecture, cette traduction. Est-ce que tu confirmes qu'il y avait aussi cette difficulté à travers les différents projets que tu as vu passer ? Oui, de manière, on a une casquette différente. Moi, personnellement, j'avais jamais créé d'entreprise avant. Donc, on arrive, on découvre tout. On sait juste qu'on s'entend bien avec ses futurs associés. Même si, quand on est collègues, salariés et qu'on cofonde une entreprise ensemble et qu'on est face à la pression, au stress, etc., la relation, elle évolue un petit peu, ce qui est normal. C'est la vie de l'entreprise. Mais du coup, c'est une découverte. Il faut être à l'écoute, vraiment, voilà, des différentes étapes qu'on traverse pour justement que cette confiance, elle soit là. Et il y a quelque chose qui a été primordial, nous, dans la trajectoire de l'entreprise, c'est aussi l'écosystème autour. Quand on crée une entreprise, heureusement, aujourd'hui, on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Il y a plein d'acteurs autour de nous, donc ceux qui ont été incubés, par exemple, ou juste, voilà, je pense au défi, au réseau Entreprendre, à Euratechnologie, à la French Tech, qui nous permettent, et évidemment à BPI, mais qui nous permettent d'avoir autour de nous, de pouvoir échanger, en fait, de pouvoir échanger de pair à pair. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont vécu les mêmes moments un peu particuliers, ou en tout cas qui ont déjà eu les questionnements qu'on a. Et le fait de pouvoir échanger avec eux, c'est un gain de temps. Et ça aussi, ça contribue à amener de la confiance
dans le fait que c'est normal de passer par cette étape-là. Ça permet de se positionner un petit peu par rapport à d'autres personnes. Ça nous a aidés. C'est bien parce que c'est un peu la question que j'allais vous poser, c'est quel conseil vous pourriez donner à l'audience? Confiance, avoir confiance. Est-ce que tu as un autre conseil ou tu es d'accord avec tes camarades? Confiance aussi. Ouais. Confiance et audace. Donc sans confiance, ça, on n'arrive à rien. Par contre, si on n'a pas le même langage, c'est pas grave, on trouvera toujours un dénominateur commun pour avancer ensemble. Super. Et avancer où, justement, jusqu'où? Tu parlais d'international. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as compris très rapidement que ton terrain de jeu, c'est le monde et surtout comment tu as commencé à le conquérir? Et mesdames, vous aurez la même question. Moi, j'ai une culture internationale parce que j'ai une double nationalité, donc c'était un peu plus facile. Et puis après, avec la maîtrise des langues, et le style d'entreprise dans lequel j'étais, on avait assez peu de marchés à chaque fois français. Donc on avait des marchés, surtout en Allemagne, surtout dans l'Europe de l'Est, Europe centrale, Europe du Nord, un peu les États-Unis. Donc je dirais ça s'impose dès qu'on est dans un milieu technique. Le contexte international s'impose. D'autant plus que nous, maintenant, comme on développe ce genre de technologie, nos concurrents, il n'y a pas de concurrents français, ou très peu. On a 2 concurrents français qui ne sont pas exactement sur les mêmes technologies. Et sinon, tout se fait dans d'autres pays. Donc on est dans un milieu international. Et encore plus en étant dans un laboratoire de recherche, parce qu'on est situé dans le hub de l'énergie à Amiens, on est dans un contexte international. Donc, pour nous, ça semble naturel. Et aujourd'hui, tu as des clients à l'international? On commence à avoir des clients, principalement à l'international, et notamment le leader mondial dans notre technologie, qui est en phase pilote avec nos produits, qui est en Suède. D'accord. Oui, quand on parle d'international, ça peut déjà commencer par l'Europe. Le marché français, quoi qu'il en soit, reste trop petit, contrairement au marché d'Amérique du Nord ou d'Asie du Sud-Est. Et vous avez pensé aussi à l'international? Je pense commencer par toi, Athénaïs. Alors nous, on est déjà projetés sur la scène internationale. Il faut savoir que avant de créer la société, j'échangeais déjà avec... alors je vends ma technologie donc en B2B à des fabricants de casques et des industriels dans le domaine de l'audio. Donc j'échangeais déjà avec eux, de grands industriels. Et ils ont tout de suite en fait montré des marques d'intérêt assez fortes. Et pour pouvoir poursuivre les discussions et les négociations, j'ai dû signer des NDA. Qui dit NDA dit forcément création de l'entreprise. Donc dès le début, c'est vrai qu'on est sur la scène internationale. Et là, quand on se lance justement, alors nous on avance par secteur, parce que je le rappelle, on est autour de la santé mentale, du bien-être. Donc il y a le domaine de l'audio, on peut aller dans le domaine de la santé, dans le domaine également de la VR, de la XR. On est également sollicité dans le domaine du gaming, du métaverse. Donc il y a pas mal de domaines dans lesquels aller. Donc nous, on avance non pas par zone géographique, mais par secteur. Très bien. Et pour Diagrams Technologies? Excuse-moi, on dit Diagrams maintenant ou Diagrams Technologies? Comme tu veux. Bon. Je vais rester, je suis un vieux, je vais rester sur Diagrams Technologies. Nous, on travaille avec des grands comptes industriels qui sont implantés en France et qui ont des usines en Europe et dans le monde. Donc voilà, l'objectif, par définition, on est amené à déployer notre solution chez les autres sites de nos clients actuels. Et en termes de prospection, là, ça y est, on va faire la fin du mois, là, on est déjà en mai. On va aller sur le salon d'Hanovre en Allemagne, justement sous le pavillon de Business France et de French Fab, justement pour gagner en visibilité et commencer à aller voir aussi sur le marché européen comment ça se passe et comment être visible. C'est très important dans le développement de l'entreprise, de toute façon, de pouvoir avoir un impact à minima européen, voire plus large après. Encore une fois, le monde est notre terrain de jeu. Il nous reste quelques minutes pour une dernière question. Je vais la faire à la Jean-Pierre Foucault. J'improvise totalement, je vous le dis. Est-ce que, si je vous donne 4 propositions des freins que vous rencontrez encore aujourd'hui, laquelle choisirez-vous? Est-ce que c'est le financement de votre croissance? Est-ce que ce sont les talents? Est-ce que ce sont le marché sur lequel vous êtes positionné aujourd'hui ou autre chose? Choisissez ce que vous voulez.
Vous avez 30 secondes. Allez, je vais commencer par Franck. Enfin, c'est surtout un mix des trois, mais ce qui nous a, on a été bien financé. On a eu un fonds d'investissement avec qui on voulait travailler, qui est Finovam, pour pas le nommer, mais qui nous a suivis dès le début. Et ensuite, on a été soutenu par la région, par BPI, via les French Tech, les obligations French Tech également. Donc là, je dirais en termes de financement, on est bien. Mais après, ce qui nous a un peu freiné, qui continue à nous freiner, c'est d'attirer des talents à Amiens. D'accord. Ça, c'est pas évident parce qu'on est sur des profils internationaux. Pour les faire venir, heureusement, on est, comme je disais, dans le hub de l'énergie. Donc, il y a des chercheurs qui peuvent venir. Ils ne se sentent pas dépaysés, mais les attirer, c'est très difficile. C'est marrant parce qu'il y a Christophe Lair, qui est le président de la communauté French Tech d'Amiens, qui m'appelle en même moment. Il a dû sentir que tu devais parler du territoire. Donc, faire venir des talents, au-delà du financement de la croissance sur l'amorçage, c'est vraiment le premier frein que tu rencontres aujourd'hui. C'est pas le seul, on a bien compris, mais c'est assez compliqué. Margot, c'est quoi le frein que tu identifies, toi ? Alors le recrutement, c'est un gros sujet qu'on n'avait pas du tout anticipé à la création de l'entreprise. Trouver les bonnes personnes qui veulent venir ici. Alors nous, on commence à faire du 100% télétravail aussi. C'est des choses avec le Covid. On n'était pas forcément ouvert au départ. Et puis finalement, maintenant, on voit que voilà, on teste, ça marche. Donc on continue. L'objectif, c'est de trouver des personnes motivées qui ont les compétences qu'on veut. Et quand on travaille, nous, dans l'intelligence artificielle et dans le secteur industriel, trouver des personnes qui ont voilà, ces deux composantes-là, c'est pas évident. Et sinon, pour prendre voilà, parmi les trois propos que tu mentionnais tout à l'heure, le marché, c'est pas un frein, c'est juste... on y pense tout le temps. Enfin, voilà, c'est le driver de l'entreprise. C'est qu'est-ce que le marché veut, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, que ce soit quelque chose de complexe qui nécessite beaucoup de R&D, ou au contraire des choses qui sont plus simples. L'idée, c'est de trouver voilà, le juste milieu entre les deux et en fonction des différents clients qu'on a et de leurs besoins. Mais l'obsession client, c'est ce qu'on oublie souvent. Quand on vient d'un profil technique, on oublie souvent qu'on répond avant tout à un besoin de client. C'est ce qu'Amazon a réussi à faire, c'est ce qu'on appelle aussi dans le marketing, on va dire dans l'inbound marketing, savoir répondre à un problème de marché et donc dépasser les caractéristiques pour trouver les bénéfices. Ouais, c'est vrai que c'est aussi important. Mais enfin, principalement, c'est quand même les talents qui étaient aussi venus. Et pour finir par toi, Athénaïs. Les talents également. Les talents, ouais, effectivement. Donc nous, on crée également des logiciels IA Deep Learning. On a besoin de recruter des talents très particuliers. Et c'est vrai qu'on a du mal à les trouver tout simplement en France. Donc il y en a pas mal en Asie, il y en a en certains pays européens. Mais c'est vrai qu'en France, pour les attirer, c'est très très compliqué. Donc, vous avez compris, il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à l'entrepreneuriat. On n'est pas obligé d'être chercheur et devenir entrepreneur. J'ai dit que je reviendrai quand même sur cet élément. C'est que ton associé aurait pu devenir le CIO. Il est resté chercheur en étant associé et actionnaire de ta boîte, de votre boîte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais choix en soi. Le tout, c'est d'aller dans la direction dans laquelle on se sent le plus à l'aise. Et s'il y a des étudiants, doctorants parmi vous qui ne sentent pas forcément l'envie d'aller vers l'entrepreneuriat, vous pouvez le faire indirectement tout en continuant votre vie de chercheur. Vous pouvez aussi devenir salarié parce que la compétence recherchée est ultra importante, ce qu'on vient d'entendre. Et c'est d'ailleurs, petite page de pub avant de passer, il nous reste 3 minutes pour des questions du public s'il y en a. On va expérimenter en région Hauts-de-France avec l'aide d'une centaine de partenaires. Ça passe par la BPI, par l'Université de Lille, par... Je vous dis, pratiquement tout l'écosystème s'est mobilisé. Ce sera la semaine du 20 au 24 juin. Ce sera la semaine du numérique Hauts-de-France. Vous connaissez, c'est la Direction générale des entreprises, la DGE, qui a lancé il y a 2 ans la semaine de l'industrie. C'était à la fois pour revaloriser l'image de l'industrie, mais aussi valoriser les métiers de l'industrie. Parce qu'il y a aussi cette pénurie depuis 40 ans. On a beaucoup poussé notre pays à être une société de services et plus forcément de production. Donc on revient à un équilibre. Et pour
le numérique, c'est un peu la même chose. Donc on va l'expérimenter en Hauts-de-France. Si ça marche bien, l'année prochaine, vous aurez, tout comme la semaine de l'industrie, la semaine du numérique partout en France. Et donc l'axe privilégié, ce sera sur les talents. Et je vous donne rendez-vous le 22 juin où on aura un Job Connect, justement pour essayer de faciliter ces talents, en tout cas de trouver ces talents. Merci beaucoup pour vos témoignages sans restriction, en toute transparence. C'est ultra important ce rôle modèle aussi que vous avez. Et en 2-3 minutes, je ne sais pas s'il y a un micro qui tourne et surtout s'il y a des questions, c'est le moment de poser nos questions à nos invités. Eh ben non, c'est que vous étiez ultra clair, ultra lapide. Je vous remercie infiniment et on peut les applaudir. Merci. Un grand merci.